Salut à tous, je vous présente ici l'épisode 3 avec les Houston Rockets. On est en ère LeBron James sur NBA 2K26 et le fondement de cette partie, je l'ai déjà dit mais je commencerai toujours par là, c'était d'avoir James Harden le plus tôt possible alors même qu'il n'est qu'à 81 d'overall pour essayer de bâtir autour de lui. Quitte à ce que ça coûte très 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 cher, j'avais pris ce risque là en début de partie. Donc, pierre numéro 1 à mon édifice, c'est James Harden. Bon, après, on n'est pas vraiment déçu parce que on connaît le bonhomme, on sait très bien quel type de joueur c'est, offensivement. Après, c'est vrai que défensivement, il démarre, je crois, il est à C- d'évaluation en défense extérieure. Donc, il ne faut pas non plus trop miser là-dessus. Jrue Holiday était la deuxième pierre que je voulais poser à la construction de ces Rockets en ère LeBron James. Là, par contre, c'était très facile à obtenir et on a même récupéré Nocioni dans le trade. Pourquoi ? Parce que Kyle Lowry a une valeur marchande à ce moment-là qui est supérieure à celle de Jrue. Pourquoi est-ce que je voulais Jrue Holiday ? Essentiellement pour son rôle défensif de harceleur sur le porteur de balle adverse. Et ça, c'est quand même extrêmement précieux dans une équipe. Lamar Odom, bon là, c'était moins prévu, mais c'est une opportunité. J'ai regardé un petit peu le marché, j'ai regardé ce que Chuck Hayes pouvait nous offrir en échange. Et puis en fait, tout ça a débouché sur Lamar Odom. Et ça a aussi débouché sur ce que je vous ai montré à l'épisode précédent, à savoir un titre totalement sorti de nulle part. Je ne jouais pas cette partie pour cela. Je pensais pas du tout y arriver. Et puis en fait, confrontation après confrontation, il s'est avéré que on avait moyen de trouver la solution face à ce qui nous a été opposé, à savoir Lakers. Déjà, c'était une vraie montagne pour nous, mais aussi Denver à l'épisode précédent, OKC et enfin Orlando en finale. Orlando où Dwight Howard et Vince Carter nous ont donné du fil à retordre. On avait notamment dans la raquette d'énormes difficultés face à cette équipe. Ça termine à 4-3, donc c'était vraiment difficile. Après, James Harden aura été monumental en finale, mais pas que. C'est vraiment une histoire collective, tout ça. Bref, vous avez compris. On est prêt à ce moment-là à basculer du côté de la saison suivante. Après, avec toujours une intersaison, avec pas mal de retraites de joueurs emblématiques. Puis en fait, une certaine chance à la loterie, puisque regardez, on avait été projeté 5e grâce à la mauvaise saison des Knicks. Et puis, ils n'étaient pas propriétaires de ce pic, donc malheur à eux, j'ai envie de dire. Et en fait, on a eu cette chance d'avoir le deuxième choix. Donc alors, la draft 2011, elle est très riche. Elle comporte des joueurs qui sont très connus de tous aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de pouvoir aller y choisir un joueur en très très haute position. Donc là, en l'occurrence, deuxième choix. Et j'ai tout de suite été assez rassuré par la première place à l'issue de la loterie pour le Jazz. C'est vrai que le Jazz était très très pourvu au poste d'ailier. Donc, je me doutais qu'ils n'allaient pas aller choisir un ailier. Je pensais bien qu'ils iraient plutôt sur un meneur de jeu, par exemple. Et ça n'a pas raté, en fait. Puisque, avec le premier choix de la draft 2011, ils ont été chercher Asia Thomas. Donc, un vrai pyromane ambulant, lui. Il met le feu partout. Il va affoler les stats dès sa première saison, et donc ça nous permettait évidemment d'avoir totale liberté pour aller chercher Kawhi Leonard. Bon, sinon j'aurais été très tenté par Butler, voire Clay, mais que j'aurais fait jouer en ailier. Il y aurait eu des possibilités. Bref, il y avait beaucoup de monde dans cette draft-là qui pouvait m'intéresser. Et évidemment, à l'issue de la saison 1 de cette partie, énorme progression de James Harden à plus 7. Même Jrue Holiday a beaucoup progressé.
Le petit Patterson aussi, qui peut s'avérer dans l'avenir être assez précieux, avait progressé. Après, voilà, c'est assez stable pour les joueurs plus installés ou même les jeunes mais à faible potentiel comme Ish Smith ou Jordan Hill. Légère perte pour Odom, peu importe. Petite perte pour Nocioni à l'été. Donc ça, c'est des joueurs de sortie de banc qui vont pouvoir apporter, j'ai envie de dire, quel que soit leur overall, qu'ils soient à 73 ou qu'ils soient à 76, presque, c'est quasiment pareil. Les insignes jouent énormément et c'est comme ça que finalement on se fiche éperdument d'une légère régression. C'est pas très très important. La rotation est toujours basée sur le même principe, surtout en ce début de saison où Yao Ming est absent pour cause de blessures contractées en l'entraînement pendant l'été, peu importe, je crois que c'est ça en fait. Jordan Hill hérite de pas mal de minutes, on a vu qu'il avait joué un rôle déterminant. Patterson peut être utilisé en poste de pivot, ça fait juste un petit pivot, mais un pivot qui stretch. Sinon les principes restent les mêmes, avec une utilisation désormais du jeune rookie Kawhi Leonard. Et puis vous voyez, quelques jours plus tard, au bout de 2 matchs que je vous avais montré dans l'épisode précédent, on se retrouve avec le retour de Yao. Alors, on va être modeste dans les minutes qu'on propose à Yao Ming, pour une raison très simple, c'est qu'il est assez difficile à rentabiliser. Moi j'ai beaucoup de respect pour le joueur que ça a été, et il faut quand même admettre que à ce stade-là de sa carrière, déjà à 31 ans, ou 30 ans, enfin voilà, il est dans ces eaux-là, c'est déjà très très compliqué à cause notamment d'un truc qui est très important sur NBA 2K, c'est les caractéristiques, les aptitudes athlétiques. Voilà. Un joueur qui n'est pas athlétique, donc ça veut dire qu'il ne va pas être rapide, il va se fatiguer rapidement, l'endurance fait défaut, il va avoir une faible résistance à l'effort, et ça devient assez compliqué. Voilà. Assez rapidement on se rend compte que ça va pas, donc on va limiter les minutes de Yao, et puis on va répartir tout ça. Voilà, on a Rick Adelman comme coach, on va évidemment le conserver longtemps. Quand même, Rick Adelman, un des 10 coachs qui ont gagné le plus de matchs en NBA dans leur carrière, donc respect au bonhomme. Blake Griffin, ici, regardez, il nous est opposé. Alors déjà, satisfaction immense, pour une raison que tous les joueurs, à mon avis, ont facilement en tête. C'est que l'an dernier, Blake Griffin, on l'avait pas sur NBA 2K. Quand on commençait en ère LeBron James, on avait un régène à sa place, et c'était assez désagréable, faut quand même l'admettre. Donc immense satisfaction d'avoir le Blake dans la partie. Il shoot à 3 points, on le verra plus tard ça, mais en tout cas pour l'heure il est surtout dangereux dans le périmètre et très très proche du panier. N'oublions pas que l'ADN de Lob City est là, on retrouvera ces Clippers, je vous le dis déjà. Première confrontation a été assez heureuse face à eux, mais il n'est pas forcément dit qu'on s'en tire aussi bien à chaque opportunité. Après, c'est vrai que c'est vraiment sympa de jouer comme ça, dans une ère dans laquelle vous avez, je dirais, voilà, quelques joueurs assez légendaires, permet de les avoir même encore jeunes là, et ce retour en arrière, finalement, d'une quinzaine d'années par rapport à aujourd'hui, je l'apprécie vraiment. Voilà, je suis content de pouvoir avoir Blake Griffin, Dédé Jordan face à moi, le jeune Eric Bledsoe, le presque jeune Eric Gordon. Donc voilà, c'est sympa. On verra un petit peu comment tout ça évolue. Peut-être que je les aiderai à un moment donné à l'intersaison 2012, à l'été 2012. Peut-être on leur enverra Chris Paul discrètement pour reconstituer le trio magique. On verra, c'est faisable, mais je serais assez tenté par faire ce type de choses dans la partie, reconstituer
des associations assez emblématiques. Alors à propos de joueurs emblématiques, Carter a été acquis par Denver à l'intersaison, puisque en fait malheureusement pour eux les Nuggets n'ont pas réussi à prolonger le contrat de Carmelo Anthony, qui est un joueur des Knicks à ce stade de la partie. Donc très grosse perte. Ils ont récupéré aussi deux joueurs assez jeunes, plutôt prometteurs, en échange de J.R. Smith. Donc vous l'avez compris, les Knicks, c'est une équipe qui est assez solide, avec un mélange entre quelques vétérans et ou joueurs installés, on va dire, et également quelques jeunes prometteurs. Jimmy Butler y a été envoyé dans un échange très équitable, et Kyrie Irving y a été drafté, donc ça fait quand même du beau monde là-bas. Denver, voilà, n'existe pas vraiment dans ce match-là, c'est pour ça que on va la faire courte. De façon assez générale, en ce début de saison, c'est assez inégal. Oui, Chauncey Billups n'a pas réussi à inverser la tendance à lui seul, mais c'est assez inégal la tendance, c'est-à-dire que je peux parfois rencontrer des équipes qui me donnent beaucoup de fil à retordre, et sinon c'est des blowouts pour ce type de confrontation, par exemple face aux Nuggets, quand l'équipe en face n'a pas le ou les joueurs qui sont limite cheatés, on pourrait dire, hein. Eh bien ça devient compliqué quand même d'exister face à cette équipe des Rockets, pour des raisons assez évidentes, hein, liées au jeu, liées à la manière même dont il est constitué. Quand vous simulez massivement, vous l'avez tous déjà fait, moi aussi, et j'aime bien observer ce qui peut se passer dans ces cas-là. Mais il est clair que en fait vos qualités de rebond, par exemple, vont jouer un rôle déterminant. Vous allez avoir également, donc ça c'est pour nous, ça, quand on va simuler, vous allez voir que ça va être très compliqué par rapport à ce qu'on obtient dans les confrontations manette en main. Le côté athlétique quand même est assez dominant dans NBA 2K, quel que soit l'ère. Puis après, c'est vrai que quand vous êtes... Hop là, ici, Yao est contesté, il a du mal à exister face à Bargnani. Quand vous êtes en ère moderne, il y a quand même un rythme qui est un peu plus accéléré au niveau du jeu, mais quand on est en ère comme ça, un petit peu reculé, comme LeBron James, après moi j'ai testé aussi du Kobe Bryant, du Michael Jordan, etc. Hein. Il y a toujours les mêmes phénomènes, hein, qu'on peut constater. Le jeu est plus lent et repose davantage sur la qualité de ce que proposent les superstars. Voilà, pour la faire courte, c'est ça qui est marquant à mon humble avis. Et donc voilà, dans ce match-là, hop là, petit screen pour pouvoir sortir du camp. On aura été assez facile, je dirais, globalement, avec Kawhi ici qui peut profiter à l'angle 0 du joli travail de démarquage de Jrue Holiday. Voilà, ça a été assez peu serré, disons-le clairement, face à ces Raptors qui, en dehors de Brandon Rush et Andrea Bargnani, Rush il est à Portland initialement, mais il y a eu quelques mouvements la saison d'avant qui ont notamment impliqué Amar'e Stoudemire, les Knicks, et Brandon Rush et la Marcus Aldridge, avec un rebond à Toronto pour Brandon Rush. Ils ont du mal quand même, Toronto, c'est pas facile pour eux. La saison s'annonce pas phénoménale, malgré un jeune Ed Davis qui fait quand même du chantier quand on l'affronte. Est présent, hein. Toujours la même chose. Regardez nos choix de draft à venir. On possède le nôtre en 2012 et on possède un meilleur entre Knicks et Celtics pour cette même année de 2012, donc la prochaine draft en fait, hein, celle d'Anthony Davis, Damian Lillard et compagnie. Je me rends compte à ce moment-là que le mien de choix 2012 est encore monnayable. Donc je vais aller essayer de le monnayer avant d'avoir éventuellement
trop fort bilan pour qu'il vaille quelque chose. Il y a encore de l'incertitude sur notre saison à ce stade-là. Et il y a plusieurs offres qui sont très très intéressantes. Mais il y en a notamment une sur laquelle je vais m'arrêter. Celle des Lakers pourrait être bien si les Lakers se trouvent, mais on ne sait pas trop à l'avance. Moi, je vais faire un pari. Je vais faire un pari sur Dallas. Ça veut dire que je sacrifie le meilleur choix entre Boston et New York. Je sacrifie le moins bon entre Houston et Dallas. Et je récupère le meilleur entre Houston et Dallas. Mais surtout, je récupère 2 loteries protégées 2013 et 2015 pour les Mavs. Je fais donc un pari sur l'avenir. Je me dis que les Mavs, avec l'âge grandissant de Dirk, même de Chandler, vont forcément être amenés à régresser ou à éprouver des difficultés, même Jason Kidd, si on y va par là. Donc voilà, on dispose à présent de nouveau de choix pour l'avenir, et ça c'est plutôt quand même une bonne chose. On aura de quoi peut-être se renforcer au fil des années, alors que j'avais vidé mon stock de pics au moment où on avait été chercher James Harden. Le Thunder avait été très gourmand, mais on peut l'imaginer. Allez, une petite confrontation face à New Orleans. New Orleans, regardez, c'est un petit peu trop faible à part David West pour qu'on puisse vraiment avoir des images intéressantes de ça. Donc j'ai préféré passer un petit blowout. On continue nous à cartonner avec Lamar Odom. On est en gestion avec James Harden. Je prends que ce que le jeu veut bien me donner avec James, parce que c'est déjà suffisant pour avoir 20-25 points, entre 20 et 25 points de moyenne par match. Tiens, affrontement face à une très belle équipe sur le papier, même si elle est amputée de Paul Pierce, blessé pour ce match. C'est donc un trio des Celtics qu'on va affronter avec Rondo, Allen et l'immense Kevin Garnett. Je suis moi un adorateur de Kevin Garnett, je l'avoue. Sur le plan du jeu, ça a été un phénomène moi qui me marque probablement à vie. Kevin Garnett d'ailleurs, hop là, le petit mi-distance pour la légende des Wolves. Et puis voilà, on est en petite gestion là. On a Harden qui fait la cuisine. On a des petites satisfactions avec nos mecs qui sortent du banc là. C'était Shane Bett hier qu'on a observé. Rajon Rondo ne shoot pas à 3 points, faut en profiter. Par contre, voilà, très joli décalage pour Allen. Donc là aussi, légende. Hein. Allen, c'est quand même quelqu'un. C'est très très fort. Tiens, ils ont été chercher, c'est intéressant ça, ils ont été chercher Jermaine O'Neal, le vieillissant ancien pivot des Indiana Pacers. Puis dans ce match, en fait, on est un peu mis en difficulté, ce que je vous disais tout à l'heure. Tantôt, on arrive à blow out l'adversaire. Tantôt, on se fait embêter. Cette équipe des Celtics, c'est une équipe qui nous embête. Elle a les qualités pour. Et il suffirait que Garnett et Allen commencent à avoir de la réussite au shoot pour que ce soit même encore plus compliqué. Heureusement, Shane Bett hier montrera l'exemple pour ce qui est de revenir à égalité en début de quatrième quart-temps. Et ensuite, la défense ici de ma seconde unit, conclue magnifiquement par Patterson sur une contre-attaque, va commencer à faire une petite différence. En tout cas, ils auront bien tenu leur rang. Bala Harden, ensuite, les titulaires sont revenus. Kawhi, 3 points. Yes, en sortie d'écran. Kawhi permet déjà de prendre une petite avance. Et derrière, ça patauge un peu sur le pick and roll. Là, ils n'arrivent pas trop à s'organiser. Ils sont pas mal défendus, en fait, faut le dire. Kevin Garnett obligé de prendre un shoot très très difficile. Pour illustrer un petit peu notre défense, ici, là, c'est un écran illégal qui est sifflé contre les Celtics. Et un petit peu plus tard, Kawhi qui trouvera Jordan Hill sur le pick and roll pour venir nous donner une avance un peu plus confortable. Attention, Ray Allen a raté, mais Kevin Garnett reprend. On est quand même encore en danger sur ce match.
Il faut venir près du cercle chercher les paniers qui s'offrent à nous. Ici, Drew Holiday, pour nous donner une petite bouffée d'oxygène à 16 secondes de la fin. Quel système vont mettre en place les Celtics? Là, ça patauge. Allen, oui, magnifique. Il avait un défenseur dans le short, mais il arrive quand même à artiller. Derrière, on assure. Voilà, les 2 lancers pour James Harden. Et là, en fait, c'est vraiment les moments où il faut pas rigoler. Vous voyez, j'étais en très très faible réussite sur ce match avec Harden au shoot. On a été très très en difficulté, on était bien défendu. On n'a pas trouvé forcément les bons systèmes. Et heureusement, sur la ligne des lancers, Harden est toujours très très fort. Ici, Rondo pour Allen et l'égalisation. On a de la chance, hein. Honnêtement, il met dedans, ça part en prolongue, hein. Donc on s'en tire pas si mal. Leonard et Allen se congratulent. Et Odom peut se satisfaire encore une fois d'un match très très solide. L'équipe continue à gagner. On aura eu un 4 sur 10 global à 3 points qui me fait plaisir parce que, mine de rien, dans cette ère LeBron, c'est pas forcément évident d'arriver à enchaîner les tirs à 3 points, même en position ouverte. Moi, j'en refuse certains, juste parce que je viens d'en mettre un ou deux et que je sais que mécaniquement, le jeu va me faire rater 2 sur 17 en extrapolé pour James Harden, qui aura vraiment été très très en difficulté face à Ray Allen. Mais collectivement, on a trouvé la solution. On est à 8 victoires à ce moment-là. Au moment d'aller se confronter, on reçoit les Memphis Grizzlies. Les Memphis Grizzlies, c'est une équipe qui est intéressante parce qu'elle a déjà la base pour un futur intéressant. Mike Conley, Marc Gasol, ils ont réussi à re-signer Zach Randolph à l'été. Donc attention à ce type d'équipe. Elle a le profil pour nous enquiquiner. On va voir un peu ce que ça donne. Même si, hop là, l'entre-deux est pris par Yao. Alors, Yao, normalement, il prend à peu près tous les entre-deux, hein, sauf exception. Il y en a des exceptions, mais voilà, il en prend quand même une grande partie. Ici, il y a ces petits moves sous le cercle. On peut même avoir des petits N1 de temps en temps. Yao Ming, j'aime bien arriver à faire quelque chose de propre avec Yao, parce que je vous disais un petit peu plus tôt que c'est pas tout à fait évident d'obtenir des petites actions sous le cercle sympathiques, ici mal défendu. On va se détacher dans ce match, même si Randolph fait du Randolph en fade away. Moi j'aime bien prendre le temps, hein. On n'est pas sur du jeu rapide avec ces Rockets là. On est à la sauce James Harden, mais ancienne version, pas celle des 7 Seconds de Mike D'Antoni à l'époque. On est vraiment plus sur du jeu placé, sauf quand on a des contre-attaques comme celle qu'on vient d'apercevoir. Vujacic nous rappelle qu'il est plutôt adroit à mi-distance. Il est une des ressources, hein, de cette équipe quand les choses commencent à mal se passer ou quand quelques shoots ouverts se proposent. Œil de lynx pour James Harden. C'est un signe qui permet de rentrer le shoot malgré une contestation. Un signe très très précieux que possède évidemment le barbu. Donc voilà, ça a été un blowout à l'arrivée, mais le début du match était assez serré. C'est juste après que les Grizzlies ont commencé à lâcher, notamment sous l'effet de notre défense un petit peu perturbante pour eux. Donc voilà, petite feuille de stats. On aperçoit Mike Conley pas mal en échec, Rudy Gay également. Puis comme on retrouve ces mêmes Grizzlies quelques 2 jours plus tard, là je me dis ça va, ça va être facile, on vient de leur mettre un blowout. En fait il faut toujours se méfier des doubles confrontations comme ça espacées de quelques jours, parce que la vérité du premier match n'est pas du tout la vérité du deuxième. On va se faire bousculer dans ce match là. De toute façon ils ont le matériel, hein, pour nous enquiquiner. Ils ont effectué un changement dans leur 5 de départ. Marc Gasol n'est pas blessé. C'est l'Australien Haddadi qui démarre. Alors là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue d'avoir sorti Gasol
du 5, puis en fait on va vite comprendre ce qui va se passer vis-à-vis de Haddadi. Alors même si là, début de match, Randolph est contesté, Gasol sort du banc, il y a toujours des passes miraculeuses faites par l'IA, qui viennent nous poignarder à des moments. Randolph, très joli move. Ici, est-ce qu'il va aussi s'en sortir? Bah oui, bien sûr. Bien sûr qu'il va déposer près du cercle. Et vous voyez, on est mené. Et on est surtout un petit peu à court de solutions. Shoot ouvert, raté. Ça, c'est le codage du jeu. James Harden va être tantôt en échec, tantôt en réussite. Mais en tout cas, on ne peut pas miser tout là-dessus. On est à 1 sur 5 à 3 points en première mi-temps. Eux sont plus adroits globalement, surtout près du cercle. Ils ont du rebond. Et ils ont surtout Haddadi qui va faire un super match. Donc ce relativement jeune Australien, à ce moment-là, va nous faire du mal, tel point qu'on est ici à -9 en milieu de troisième quart. Gasol face à Yao, superbe passe pour Conley dans la course. Et +10 maintenant pour les Grizzlies. Joe Holiday, ouf, qui permet de recoller un petit peu à 7 points. Mais bon, même si notre défense pas mal et que des fois en fin de possession on force des shoots adverses qui forcément sont un peu désespérés et qu'on récupère la balle et que là on commence un peu à effectuer un rapproché, le danger reste permanent avec ces Grizzlies. Interception de Kawhi, fidèle à sa légende. Finition près du cercle de Drew. N1 pour Drew. Mine de rien, Drew Holiday n'est pas du tout la première option offensive, mais il est très précieux. Il est comme ça capable soit de scorer à 3 points, soit en pénétration. Et puis de toute façon, de manière générale, il n'y a pas besoin qu'il apporte tellement offensivement, même si ici ce sera le cas en fin de match, pour un shoot très très clutch. À ce stade-là, c'est défensivement que Drew Holiday déjà a une importance prépondérante. Pénétration de Conley qui a dû ressortir sur Brown. Shoot dévissé. On a ici la gagne au bout de ce shoot de James Harden. Voilà, c'est ficelé. On aura eu du mal, mais l'adresse à 3 points aurait été au rendez-vous en cette fin de match. Et la toute fin n'est qu'une histoire de fall game avec lancer franc pour Kawhi, lancer franc pour Lamar Odom. Et on vient comme ça confirmer un joli 40% de nouveau à 3 points. Je commence à sentir à quel moment je dois les prendre et à quel moment je dois pas les prendre. Et du coup, ça permet d'avoir un pourcentage relativement honnête. Même 40% pour l'époque, c'est très bon. Je regardais à un moment donné quels étaient les pourcentages d'équipe là dans cette partie. Et on se retrouve avec 40% à 3 points, on est pas mal. On est top 5. Vous voyez, il a des insignes très intéressants, ce jeune Australien. Enfin, jeune, 26 ans, quoi. Mais 2,19 m. Et vraiment un potentiel de nuisance assez élevé. Du côté de ce Haddadi, attention, si on recroise les Grizzlies, il faudra bien l'intégrer. Poste de pivot, il n'y a pas que Gasol. Ok. Ensuite, les Bulls. Les Bulls, c'est quand même une équipe majeure de cette époque-là, avec Derrick Rose. Les 10 premières victoires ne doivent pas nous mentir. Il y a eu quelques matchs exagérément faciles, ceux du début. Bobcats, New Orleans, 2 fois Denver. C'est trop facile pour être significatif. Faut pas du tout s'en raconter par rapport à ça. Et là, il y a une forme de vrai test qui s'offre à nous, surtout qu'en face, il y a Joakim Noah qui peut quand même être bien présent dans la raquette. Il y a Corey Brewer, très solide, poste d'arrière. Il y a surtout Lou Holdeng qui va ici apprendre à Kawhi Leonard que, en fait, il ne sait pas encore bien défendre face à ce genre de joueur-là. Derrick Rose, on essaie de le limiter en lui pourrissant ses pénétrations. Donc, pour l'instant, ça marche, mais
mais c'est pas facile du tout. Hop là, ici, très bonne contestation. Et Yao qui vient de près convertir, commence à se dégager une petite marge dans ce match. Ici, Vujacic à 3 points, parfait. Pour un premier break en ce deuxième quart-temps. Derrière, Shane Battier qui va aussi y aller de son shoot à 3 points. Et au final, une vraie différence qui est en train de se faire au milieu du troisième. L'adresse est avec nous. Et donc forcément, ça va beaucoup mieux dans ces cas-là. Odom en création pour Kawhi à mi-distance. Parfait. Holiday pour Odom, pick and roll final. Hop là, terminé. On est plutôt heureux sur ce match-là, avec de nombreuses séquences qui ont été très positives. Et finalement, une pression défensive qui aura eu raison des pénétrations de D-Rose. Et en plus, au rebond, on les aura relativement maîtrisées. Ce qui permet, malgré un mauvais match d'adresse globale de James Harden, d'arriver à prendre cette victoire. Même Odom a été très très maladroit. Mais comme en face, ils l'ont pas mal été, notamment par l'intermédiaire de Derrick Rose. Bon, ça s'est plutôt bien goupillé. Donc c'était un match très très défensif. Les Wizards, à présent. Alors les Wizards, c'est une équipe qui normalement compte dans ses rangs John Wall. Lui aussi, John Wall, on l'avait pas eu sur NBA 2K précédent, dans l'ère, je me souviens d'une ère Curry où il n'était pas présent quand j'avais joué avec Dallas. Bon, j'ai préfère ne pas insister trop sur ce match. Il n'a pas été formidable. John Wall était blessé, hein, mais je vous rassure, il est vraiment bel et bien dans la partie. J'espère pour les Wizards que la draft 2012 permettra d'aller chercher Bradley Beal, ce qui serait assez sympa pour reconstituer le fameux duo de ces années-là du côté des Wizards. Après, bon, voilà, il leur manque pas mal de choses et nous, on aura été assez peu inquiétés. Et dernier match que je joue avant très très longtemps, les Pacers. C'est histoire de faire un petit coucou à Paul George. Donc Paul George ici qui est aidé par Rodney Stacky et Danny Granger notamment, mais aussi la montagne Roy Hibbert. Alors Roy Hibbert, c'est quelqu'un que je craignais énormément avant ce match. Il me disait qu'il était capable, bon, il est déjà capable de piquer l'entre-deux à Yao Ming, mais ça c'est pas trop grave. Il est surtout capable à mon avis de prendre beaucoup de rebonds, d'être assez fort près du cercle. Le seul avantage évidemment, c'est que loin du cercle, il ne représente aucun danger. Par contre, regardez comme il s'est faufilé ici. Magnifique. Quand je vous dis que Yao, par ses qualités athlétiques, se fait manger par un certain nombre d'adversaires, c'était un peu l'illustration ici avec Roy Hibbert. Bon, on va avoir du jeu rapide ici. Smith a pris le rebond et hop, trouve une solution proche du cercle avec Pat. Et début de match quand même plutôt à notre avantage. On a réussi à limiter l'impact de PG, même si je trouve que Danny Granger prend un peu trop le ballon et il bouffe un peu la feuille pour les Indiana Pacers sur ce match parce que il est trop gourmand, il force un peu à l'image de cette action là également. Et au final, il n'y a pas assez la balle à PG, il n'y a pas assez la balle pour Rodney Stuckey, et à la limite, ils n'exploitent pas assez bien leur supériorité dans la raquette via la présence de Roy Hibbert. Donc, c'est ce qui explique un petit peu le fait qu'on se dégage comme ça au score. Shane Battier à 3 points, j'ai envie de dire comme d'habitude. Et un match relativement maîtrisé. Notamment à cause des insuffisances que je signalais jusque-là. C'est une équipe qui ne shoot quasiment pas à 3 points, les Pacers là, de cette année-là. C'est assez dommage pour eux, parce que je pense qu'ils en avaient les moyens, et ils auraient pu permettre d'écarter la défense, alors que là, on était
on était vraiment très tranquille puisqu'on était assez confortablement installé, limite sans trop surveiller la ligne à 3 points. Granger aura monopolisé, Stuckey et George auront été malheureusement trop peu servis et puis un peu maladroit. Et puis après, je pars pour de la simulation. Alors simulation, vous voyez, ça commence tout de suite par 3 défaites. Explicable, à mon sens, par un truc que j'ai déjà dit, c'est cette omniprésence de l'impact du rebond dans la partie. Après, attention, Minnesota, c'est pas mal. Spurs, c'est pas mal aussi. C'est même très fort. Et Atlanta, elles sont pas dégueulasses non plus. Donc, les défaites sont pas non plus imméritées. 16 victoires, 4 défaites. On est encore en tête, mais vous allez voir que ça va pas durer. Clippers nous talonnent. Le Thunder ne tardera pas à effectuer une remontée au classement de manière assez inéluctable, car Kevin Durant et Russ West, c'est très très fort, on le sait tous, et puis ça paye dans le jeu. On perd face à eux le 10 décembre pour un véritable blowout. On a pris quand même 40 points dans la tête face à cette équipe d'OKC. La semaine suivante, 3 victoires, Pistons, Jazz et Warriors. La plus belle, c'est les Warriors parce que au final, c'est une équipe qui est quand même très forte. C'est la saison de l'avènement d'un certain Steph Curry. Il a été drafté déjà précédemment, hein, mais il prend vraiment son envol là en cette saison 2011-2012 et sa moyenne de points va littéralement exploser. Je spoil léger, mais ça a aucun impact. Il va être MIP, en fait. Hein. Steph Curry sera Most Improved Player. Alors, on est toujours un peu attentif aussi aux propositions de re-signature. Au nom de la fidélité vis-à-vis de Yao Ming, je prolonge Yao Ming à un tarif, il faut quand même l'admettre, très très généreux de sa part. Et donc, on va le prolonger. J'espère le garder jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Voilà. Quitte à ce que son rôle à un moment donné soit réduit, mais au moins qu'on ait le bénéfice de la présence de Yao, qu'on ne laissera pas partir. Ça restera toujours une légende, on va dire, de la franchise. Je le garde. Et parallèlement à ça, donc je vous avais déjà montré que j'avais réajusté une petite histoire de tour de draft, là, il y a quelques minutes. État des lieux sur le plan salarial. On est bien, hein. On est en très très faible dépassement. Et l'année suivante, il n'y a que 4 questions qui vont se poser. Les 4 questions, c'est quid de Jordan Hill, quid de la prolongation de Nocioni. Il serait quand même souhaitable de prolonger, mais pour moins d'argent que cela. Et après, il y aura peut-être le rôle d'homme de bout de banc vétéran, actuellement dévolu à Daniels et Nassir Mohamed, qu'il faudra peut-être remplacer s'ils partent à la retraite, puisqu'ils sont assez âgés et un peu en bout de course. Mais financièrement, on a encore une excellente santé, même si on aura peu ou pas de flexibilité à l'été, hein, ce qui est un peu explicable par les contrats déjà présents, notamment Odom, Ming. Ok, parce qu'il faut mentionner que Leonard, évidemment, même James Harden et Jrue Holiday sont encore sur des contrats rookies. Donc ils prennent pas beaucoup, hein, du cap space. Allez, au bout de 36 matchs, on est toujours en tête, mais cette fois-ci l'écart s'est resserré. Thunder et Warriors nous talonnent. On a cette idée d'avancer, hein. À ce moment-là, je me dis qu'il faut aller jusqu'à la fin de la régulière pour voir un petit peu tout ce que ça peut donner, et puis pour aller jouer des playoffs, parce que ça reste quand même le moment le plus intéressant. Playoffs, intersaison, mise en place de l'équipe, puis après le reste, on peut passer un petit peu plus rapidement. On va avoir des petits pépins de blessures en cette période-là du mois de janvier, avec l'indisponibilité pour un certain temps de Jrue Holiday. Donc je donne à Vujacic par exemple des minutes et des responsabilités supérieures. Ça te permet aux vétérans Daniels
d'intégrer la rotation. Plutôt sympa cet aspect-là. Vous voyez que j'ai pas de patte aussi qui est légèrement blessé. Pas d'alarme, mais bon, on respecte le repos pour les joueurs, même en blessure orange, hein, j'ai envie de dire. Le bilan continue à être tout à fait satisfaisant. On est toujours autour des 70-75% à peu près. Et puis on recroise ici la route des Clippers que je vous avais proposé en quasiment tout début de saison. Eh bien, ces Clippers ont un meilleur bilan que nous à ce stade-là. Et les affronter sans Jrue Holiday, c'est assez intéressant parce que c'est l'occasion de mesurer quel est l'impact de l'absence de Jrue face notamment à Baron Davis en face, mais ils ont également Eric Bledsoe hein, qui sort du banc, le jeune Bledsoe à l'époque. Puis en prendre un peu plein les yeux ici sur ce match-là vis-à-vis de Blake Griffin. Alors c'est pas lui qui va nous épater, regardez le move de Davis tout de suite, hop là, la défense de Vujacic a été plus que suspecte, pénétration magnifique de Davis qui va remettre ça ici, hop là, facile. On a bien compris que déjà c'est pas Jrue Holiday hein, sur le plan de la défense externe, voilà déjà une indication. On est mal hein, dès qu'on n'a pas notre Jrue. Et puis regardez ici, je vous disais que Blake Griffin développe un shoot à 3 points déjà, alors que si je ne m'abuse, IRL, c'était surtout en fin de carrière qu'il a développé ce shoot, à partir de son passage aux Pistons, notamment, où il a été obligé de se réinventer un petit peu. Chris Kaman est excellent face à nous, en remplacement de D.D. Jordan. On a une certaine irrégularité au niveau de l'adresse, même si ici la Marodome sur un ballon bien obtenu par Kawhi suite à une bataille de Yao nous permet de revenir un peu, mais on est pris. Hein. Ce match, il est difficile pour nous, à l'image de cette action. Ici, Danny Green, non plus, Griffin, c'est la passe à Kaman. Il fait un très bon match, Chris Kaman. Et à la mi-temps, on est en danger. On est maladroit, on va me dire eux le sont aussi, mais on a surtout en face de nous un excellent Blake Griffin, donc très bien. J'ai jamais été un fan total de Blake Griffin, mais je lui reconnais quand même une superbe carrière et à un moment donné dans la ligue un impact juste prépondérant. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis très content de l'avoir face à nous, même s'il nous martyrise, qu'on a pu le voir à nouveau à l'instant. Ici, Jordan Hill, très surprenant, a dunké sur D.D. Jordan en dunk arrière. C'était pas mal, ça méritait quand même d'apparaître. Hop là, le petit screen. On n'arrive pas à trouver nos positions. Si, Daniels, ici, en bout de possession, à 3 points, le vétéran. On a Kaman, Reed, qui marque un panier important. Les Clippers sont toujours devant. On essaie, hop là, par tous les moyens d'exister. Ici, Antonio Daniels qui réalise un move assez spectaculaire. Et c'est Gomes qui va avoir le mot de la fin dans ce match. Regardez, Gomes, ici, une fois à 3 points. Derrière, une mauvaise combinaison pour un panier près du cercle. On a été très mauvais en défense. Et puis le clou, ce sera suite à cette pénétration avortée par le contre de D.D. Jordan qu'on va pouvoir assister voilà, aux 3 points qui nous tuent. Signé de nouveau Gomes. Voilà, hein, on a eu mal. Blake Griffin, pour l'anecdote, qui vient un petit peu enfoncer le clou. On n'est pas si loin, on peut encore exister là, si on rentre ce shoot. Eh bien non. Donc voilà, ça aura été le résumé du match, les dernières minutes là, avec beaucoup d'adresse pour un joueur sorti du banc, de leur côté, avec un grand Blake Griffin, un bon D.D. Jordan en contestation, un peu de maladresse de notre côté,
et une vraie fessée, 48-55. C'est pas souvent que j'encaisse 55 points en 4 fois 5 minutes avec cette équipe a fortiori. Donc voilà, une faiblesse passagère. Faut arriver à comprendre ce qui s'est passé. Moi je le résume facilement, hein, ce qui s'est passé. Une bonne réussite de l'adversaire et une insuffisance pour la défense de certains postes adverses. On voit Kaman qui a fait un festival, Baron Davis qui n'a pas été stoppé et Griffin qui a fait un chantier. Voilà, quand on a dit ça, tout est à peu près résumé. On approche de la trade deadline ici, au moment de récupérer Joe Holiday. Alors moi, dans cette partie, et même en général, hein, j'essaie d'éviter de faire trop de trades. Une fois que j'avais mis en place, initialement dans la partie, vraiment au tout départ, hein, je vous l'avais montré, mes trades, pour mettre en place ma structure d'équipe. Après, on essaie de ne pas trader. Kawhi se repose un petit peu, il est légèrement blessé. Infection stomacale de mémoire. J'essaie de limiter, donc c'est pour ça que la trade deadline, là, elle est le 9 février, mais on va pas bouger du tout. L'essentiel a été fait. On a un groupe sur lequel on peut s'appuyer, et il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance à ces hommes-là. Ok, on passe la semaine avec 3 victoires et 1 défaite cette semaine-là. Il y a une semaine ensuite à 4 matchs. On nous propose d'échanger Betia contre Sefolosha. Ça pourrait être intéressant, Sefolosha. Surtout que c'est amusant, il y a été à Houston à un moment donné, le Suisse. Mais non. Je reste comme je suis. J'aime beaucoup Betia, hein, donc j'ai pas envie de le virer. On est 5e seulement. Et ouais. Le Thunder s'est envolé. Les Warriors et les Spurs tiennent bien le coup. Et nous, on est à la lutte avec les Clippers pour la 4e place. Après, il y a un vrai fossé vis-à-vis des Wolves. 6e. Ensuite, les abords du All-Star Game. Alors, All-Star Game, où on va avoir une petite déception quand même. Moi, je m'attendais à ce que James Harden soit... et il était 5e des votes au niveau des arrières à l'Ouest. Du coup, je m'attendais à ce qu'il soit sélectionné pour le All-Star Game. Il l'a pas été. Ce qui fait qu'on n'a aucun représentant de ces Rockets au All-Star Game. Ça reste toujours une petite faille du jeu. En face, LeBron, Melo, D-Rose, Wade, enfin... c'est Star Wars au niveau des stars sur le parquet. Là, c'est impressionnant. Il y a une accumulation de talent. C'est Asia Thomas, en fait, qui a été pris à la place de notre ami Harden. Donc, il fait une sublime saison du côté du Jazz, le rookie. Et dernière occasion, là, c'est les derniers jours pour peut-être prolonger quelqu'un. Regardez, je vais prolonger notre Chioni, histoire de le conserver, parce que je trouve son apport assez intéressant. Il joue pas tout cette saison, mais il avait été très important aussi dans les playoffs passés. Donc, on lui rajoute 2 années. Et de toute façon, on n'a pas besoin de flexibilité. Et puis c'est pas un problème de payer quelques vétérans à ce stade du jeu. Très mauvais passage en février, vous avez vu. 3 défaites d'affilée la semaine du 20 février. On continue le 29 avec une défaite contre Boston. Donc date limite de prolongation des contrats, ça va, c'est géré, puisqu'on a déjà prolongé Yao et Nocioni. Et puis on va avancer. Regardez, ça continue à mal aller ici. Donc il va falloir se reprendre, parce que notre bilan, il est en train de devenir assez pitoyable au regard des 13 victoires initiales. Ça veut dire que on est presque à l'équilibre en fait, en Simcast. Donc heureusement, la semaine du 5 mars, avec quelques matchs plus faciles, faut quand même l'admettre, 5 victoires d'affilée. Ouf. On est à 44 victoires, 22 défaites. Et on approche comme ça du 17 mars contre les Spurs. Alors, ces Spurs,
Ils sont assez intéressants à peut se pencher sur leur cas. Hein, c'est intéressant les Spurs parce que Tim Duncan est exceptionnel. Tony Parker et Manu Ginobili sont de bons lieutenants. Et ils complètent l'effectif avec quelques joueurs. On a aperçu Blair ou Richard Jefferson dans le 5 majeur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des joueurs qui sortent du banc. Il y a Matt Bonner. Il y a quelques joueurs. Il y a Thiago Splitter, l'actuel coach des Blazers. Donc intéressant de se tester face à ces Spurs qui sont pour l'instant rois du Texas dans la partie. Pick and roll pas du tout bien défendu, pick and pop même pas du tout défendu, et Duncan qui se régale. Derrière on laisse Thiago Splitter faire des miracles proche du cercle, et il y a un joueur qui va être incroyable dans ce match, c'est Tony Parker. Là il est contré, mais à la passe il va être phénoménal. Au shoot il est pas en réussite, mais ouais, on se prend les pieds dans le tapis. Tony P va accumuler les passes d'ess. Tim Duncan va être à peu près injouable. On s'y attendait. J'étais prêt. El Manu n'aura pas trop pesé, mais on retrouve encore une fois une grosse présence au rebond. Rich, Jefferson, tout le monde rate. Du coup Blair il en a marre de ressortir la balle. Il se dit je vais la mettre tout seul. Rebond offensif de rêve pour les Spurs. C'est un scénario relativement catastrophe en fait, ce match. On prend vraiment une sacrée sauce. En plus, il n'y a pas de repli défensif. Ils trouvent des passes très très faciles près du panier. On aurait été en grande difficulté. Georgie Hill ici, mauvaise passe. Mais finalement, Tipeee qui trouve l'ouverture près du cercle parce que c'était encore une fois très mal défendu. Celle-là m'a interpellé, regardez. Donc la passe est dans les chaussettes, ok. Limite il y a pied, bref, ok, c'est pas grave, on s'en fout. Et là en fait le chassé-croisé Duncan Bonheur va mettre en échec mes deux intérieurs de manière assez criante, puisque il ne permute pas, et donc pas de patte est en retard sur Bonheur. Voilà, qui illustre un peu ce match. On aurait été vraiment en très grande difficulté. El Manouki Davis, il reste quand même un espoir de revenir, on sait jamais. Allez, donne la balle, toi mon grand. Joe en pénétration, contré par Duncan. Duncan et la contre-attaque qui s'amorce très rapidement. Le jeu rapide des Spurs, Parker qui va avoir des solutions, notamment l'écran de Duncan. Oh là là, qui trouve à l'opposé, de Parker qui trouve Jefferson à l'angle 0. À l'opposé, ça aurait été un premier dagger en cette fin de match. Et puis ici, hop là, le team qui nous termine. Et pourtant c'est rigolo parce qu'en toute fin, regardez, je vais trouver un floppy pour James Harden qui enfin trouve l'adresse dans ce match. À 3 points, j'entends, parce que sinon il a été très bon au scoring. Ici, regardez, on va taper un ballon, hop là, à El Manu. Ça c'est la petite ref à une séquence que vous avez sûrement déjà vue dans votre vie. C'est un highlight de Manu qui contre James Harden sur un game winner. Voilà, vous l'avez sûrement, la ref, c'est fin de carrière quasiment proche de la fin pour Manu. Et le James Harden de Houston, on sait que les oppositions avec les Spurs à l'époque étaient assez importantes, parce qu'il y avait une vraie rivalité. Et El Manu qui avait ce jour-là contré le barbu. Bon ici il faut défendre, il y a 2 points. On défend, hop, Tipeee qui va trouver l'ami Duncan. Ils ont fait ça toute leur vie. N1 pour bien nous terminer. Le N1, Tim Duncan qui va regarder rater le lancer, récupérer, on relance très très loin, James Harden, 3 points, mais il reste 0 seconde 6 et ce sera rédhibitoire. On a trouvé donc en toute fin de match une certaine adresse. J'ai même pas le temps de faire faute en fait à 0.6. Et puis de toute façon, si on avait eu le temps de faire faute, on aurait eu encore un temps mort à la limite, mais
C'était dur d'aller trouver un shoot encore avec moins de 0,6 secondes. C'est très compliqué. Donc voilà, une défaite assez instructive. 19 passes d'ess pour l'adversaire. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Dans cette partie, en tout cas, c'est certain. Et malgré le carton de James Harden, la bonne partie offensive de Odom, il y aura eu beaucoup trop de points laissés en route. Et là, de l'inédit, du jamais vu, 36 passes d'ess en extrapolé pour Tipeee. Et oui, ce sont les limites de l'extrapolation. Record all-time, 36 passes décisives sur le même match. Déjà, quand une équipe arrive à en faire 36 à elle seule, on est content. Mais alors après, un seul joueur, c'est mythique. Et voilà comment on prend malheureusement le chemin de la 5e place, je crois. Et on aura une confrontation très vraisemblablement face aux Clippers. Ça prend forme depuis un certain temps maintenant dans cette saison. Mais on n'aura sûrement pas l'avantage du terrain, sauf revirement. On a subi la loi en passant de Westbrook et KD, ok, pas surprenant. Ils sont forts. En simcast, ils nous démontent. Après, sur une série de playoffs, je demande à voir ce que ça peut donner. Clippers nous battent. Là, je me dis que les espoirs de 4e place sont définitivement enterrés, puisqu'ils ont 2 victoires d'avance sur nous. Donc, à part un petit craquage de leur part, ça va rester ainsi, les positions au classement. La semaine suivante, Jazz, Nuggets, Clippers, tiens donc, on les bat. Incroyable. Il y a peut-être encore de l'espoir. Il y a peut-être encore de l'espoir grâce à ce match qui était essentiel au moment d'aborder, regardez, ici, la dernière semaine, les 3 derniers matchs. Et ouais, on n'est plus qu'à 0,5 victoires. Donc au final, c'est encore pas perdu, on va voir. Les Warriors se présentent à nous. Et ça, c'est un joli défi, tiens, de toute fin de saison régulière, d'arriver à se mesurer face aux Golden State Warriors de Steph Curry, très jeune. Vous avez vu, il a une tête d'enfant. Et Monta Ellis, même si à l'intérieur, après, même à l'aile, ils sont un peu démunis. Faut quand même reconnaître que Mozgov, c'est sympa, mais bon, voilà. Dorel Wright, oui, d'accord, lui, il est un peu intéressant à ce stade-là. Mais à l'aile, c'est quand même un peu faible. Bon, bref. On n'a qu'à les battre. Si c'est si faible que ça, il va falloir le prouver. Steph qui prend du 3 points, on a l'habitude. Qui revient en défense. Bon, là, c'était plus Superman que Steph Curry. Derrière, hop. Monta Ellis à 2 points. Donc, il faut faire attention aux transmissions. Les passes longues, ça marche extrêmement mal. Puis alors, on va se faire siffler un nombre de fautes sur écran illégal dans ce match qui va être assez considérable. Rien que Odom, il va en encaisser 3. Il va se faire siffler 3 fois un écran illégal. Bon, d'accord, très bien. Je sais qu'on peut modifier les fréquences, mais je ne souhaite pas le faire. Odom, bien malheureux, puisqu'ici, sur la pénétration de Sean Livingston, une faute lui est sifflée alors qu'il avait joué le passage en force. Ok. Ici, encore un petit écran illégal. Celui-là est pour Jeffries. Vous allez me dire, mais avec ça, ce match n'est pas gagnable. Surtout avec l'adresse de Steph, quoi. C'est-à-dire que Steph, il nous envoie du 3 points par-dessus le marché. Mais on est encore au contact. Donc, on va en profiter. Maladresse. Décidément, Odom, c'est pas son match. Et défensivement, on fait le taf. Ce qui nous permet quand même encore d'exister. Là, Ish Smith pour un shoot, peut-être ici, de Shane Battier. Shane Battier à 3 points. Voilà, on a l'habitude. Il sort du banc et il rentre des gros shoots avant que Jrue Holiday ne vienne parachever notre œuvre en fin de match et constituer cet écart de 8 points qui sera jamais réellement remonté par les Warriors. Donc, me laisse sur ma faim un peu ce match.
il manque un bon joueur à ces Warriors. Il faut dire que Klay Thompson est à Charlotte, donc ils n'ont pas réussi à le drafter. Et honnêtement, ça fait la diff. Il leur manque des bons joueurs. J'espère quand même qu'ils vont réussir à être un peu meilleurs autour de Steph, parce que sinon c'est quand même un petit peu regrettable de gâcher le talent du chef Curry. Même si l'équipe, bon, on l'a vu, un super bilan, ils sont devant nous, mais quand même, manette en main, c'est pas très probant. Voilà, la saison est terminée. 56 victoires et 26 défaites pour nous. Regardez, la bonne surprise, c'est que les Clippers ont un peu craqué. On se retrouve ici avec la 4e place en poche. Et donc, on recevra les Clippers au premier tour des playoffs. Ça, c'est une super nouvelle. On aura l'avantage du terrain. Alors, est-ce que vraiment l'avantage du terrain est déterminant sur NBA 2K? Je ne peux pas le signer, je ne vais pas vous le garantir, mais en tout cas, au moins pour le moral, ça fait plaisir d'être allé chercher cette 4e place. Voilà. OKC, 66 victoires, une saison exceptionnelle, et c'est parti pour les récompenses. Derrick Rose est MVP en cette saison 2011-2012. MVP. Leonard, rookie de l'année, c'est totalement mérité. Il a fait une très grande saison de rookie. Le Kawhi. 6e homme, Chris Kaman. Là aussi, j'ai regardé les stats, c'est super mérité. Le défenseur de l'année, c'est Kevin Garnett. Magnifique. Steph Curry, donc je l'avais dit il y a quelques temps, MIP en cette saison. Parfait. Scott Brooks du Thunder, coach de l'année, on ne s'attendait pas à autre chose. Et le manager de l'année, par contre, c'est du côté des Knicks qu'on le trouve, puisque les Knicks ont quand même une super saison à 63 victoires. Après, les NBA Teams. D. Rose, Kobe, LeBron, Dirk et Duncan, excusez du peu, pour la première All-NBA Team. Donc celle-là, elle est légendaire. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, elle est légendaire. La deuxième, Russ West, Wade, KD, Blake et Dwight. C'est franchement joli. KD, heureusement, va revenir de blessure. Ce serait dommage de gâcher les playoffs par cela. Donc D-Wade, qui est aussi présent dans cette deuxième équipe, qui a une fière allure. Troisième équipe, Steph. On retrouve James Harden dedans. Ouf. On retrouve Melo. On retrouve même LaMarcus Aldridge. Récompense pour la belle saison des Knicks. Ils ont 2 joueurs en 3e All-NBA Team. Et le jeune est assez prometteur. Tiens donc, DeMarcus Cousins en 3e. Après, sur les defensive teams, on a Duncan évidemment. Kevin Garnett, défenseur de l'année, forcément est présent. Et nous, on a 2 joueurs. Là, ça, j'en suis assez fier. Kawhi et Jrue sont présents. C'est D-Wade qui vient compléter le 5. Pour la 2e All-NBA Defensive Team, John Wall, bravo, Kobe, Jimmy B, qui vient déjà montrer en tant que rookie sa qualité défensive, Josh Smith, qui est monumental du côté d'Atlanta, et Dwight Howard, qui est fidèle au poste. Il était défenseur de l'année précédente. Ensuite, les rookie teams. Une jolie rookie team avec Valanciunas, Butler, Leonard, Clay et Kyrie pour la première All-Rookie Team. Donc Clay qui est du côté des Bobcats, je l'ai dit précédemment. Et Irving qui est du côté des Knicks. Ensuite, Asia Thomas, Alec Burks, Toby Harris, Niko Mirotic et Niko Vucevic. Pour ce qui est de la 2e All-Rookie Team, elle est belle. Elle est mignonne même, cette équipe. Elle me plairait, tiens, elle doit être sympa à jouer. Une jolie petite équipe virtuelle. Et le tableau des playoffs. Voilà, on y est. Donc, il va falloir affronter les Clippers. Et si on arrive à passer les Clippers, aller affronter OKC pour peut-être retrouver des Spurs. Et enfin, je ne sais qui à l'Est. Donc, alors la voie du titre, elle est particulièrement compliquée.
Mais après, tout est possible, on le sait, dans le jeu. Et en s'adaptant surtout à l'adversaire. Voilà. Je vous dis à plus. Rendez-vous épisode 4 pour la suite. Ciao.